Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire exclusif dédié à nos partenaires. Je suis personnellement très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et j'espère de partage autour des nouveautés et des avancées de nos solutions Unified Commerce. Alors, j'ai le plaisir de faire cette introduction. Alors, au programme de cette session, je vous propose un petit voyage au cœur de l'innovation avec une annonce produit exclusive sur l'agentique commerce. L'agentique commerce, en deux mots, hein, c'est, vous le savez, la nouvelle révolution de début d'année proposée par Google qui redéfinit les parcours d'achat en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons vous dévoiler comment Planète, avec ses solutions Unified Commerce, anticipe et intègre cette avancée pour vous accompagner dans cette transformation. Nous reviendrons également sur la roadmap produit pour faire un point sur les fonctionnalités clés déjà déployées, ainsi que sur les perspectives à venir que nous avons dans nos programmes. Enfin, vous entendrez un retour d'expérience client autour d'un atelier Ship from Store qui s'est tenu en juillet, pendant lequel nous avons fait un focus particulier sur des cas d'usage concrets, sur les bonnes pratiques et également les impacts que nous avons directement intégrés dans notre feuille de route. Je voudrais remercier par avance tous les participants que vous allez voir cet après-midi. Normalement, en ordre d'apparition, Eric Wolzenlogel, qui est notre VP produit pour les solutions Unified Commerce. Ensuite, Fadi Eleid prendra la parole. Fadi est en charge de suivre nos clients existants. Thomas Mesmer, notre directeur recherche et développement. Nous aurons le plaisir ensuite d'accueillir Elena Ioli et Théo Pochet, tous deux chefs produits sous la direction d'Eric, et Laurent Rémy, qui fait partie de notre équipe de consultants. Un grand merci de votre présence et également de l'engagement que vous avez au quotidien avec nos solutions. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat en appuyant sur le petit bouton qui se trouve à votre droite et on gardera le temps en fin de présentation pour y répondre. Alors, nous avons beaucoup de choses à partager et on m'a demandé de faire très court sur l'actualité. Et finalement, l'actualité récente, je n'ai que commenter l'event NRF qui s'est déroulé la semaine passée pour vous partager ce qui m'a frappé pendant ces 3 jours. Alors, en premier lieu, évidemment, l'intelligence artificielle, mais finalement, la nouvelle que j'ai remarquée, c'est que j'ai vu quand même de plus en plus de cas d'usage très pertinents qui se déclinent. Et là, vraiment, je trouve que la révolution digitale dans le retail est bien en marche. Deuxième chose, c'est que le commerce unifié dans toutes les discussions des retailers. Alors, ce qui est pas nouveau, toutefois, moi, j'ai remarqué que la nature des débats a changé. C'est-à-dire que les retailers ne se posent plus la question est-ce que mon enseigne doit avoir une stratégie omnicanale. Ils ne se posent plus la question d'essayer de savoir comment je dois convaincre en interne. La question clé qui nous est posée, c'est vraiment maintenant comment on fait pour y aller, comment faire étant donné les ressources dont le retailer dispose, avec le budget qui est alloué et également avec la maturité des équipes internes. Autre point que j'ai trouvé frappant, l'innovation en point de vente, très riche cette année. J'ai senti la ferme intention des réseaux de valoriser l'actif que représentent les magasins. Et un dernier point, un peu éloigné de nos sujets Unified Commerce, mais l'offre était très importante à propos de la supply chain, de la logistique qui devient bien sûr elle aussi durable, dans un contexte où l'environnement économique semble incertain, le stock est toujours trop cher à financer et où nos clients semblent toujours plus exigeants et insatiables de services. Beaucoup de propositions apparaissent pour soulager les retailers. Je vous fais donc grâce du post LinkedIn NRF à liker pour vous dire ce que j'en avais pensé, puisque je viens de vous lire mon post en direct. Je donne maintenant la parole à Eric, qui va vous parler de la révolution agentique commerce. Merci Nicolas et merci pour votre présence dans ce webinaire Back to School qu'on aurait peut-être pu renommer Winter Edition tellement la météo est devenue hivernale.
Vous l'avez certainement vu, rares sont ceux qui l'ont loupé. Google, lors de son Google I/O Event, annonçait le déploiement d'une feature particulière de son agent IA pour faire du shopping. On va le voir en détail après. Pourquoi c'est très intéressant? Alors, Google n'est pas le premier à parler d'utilisation d'IA pour faire du shopping. C'est un constat qu'on fait déjà avec quasiment tous les outils d'IA où on voit que les recherches se font aussi pour trouver des choses à acheter, donc pour commencer son parcours de shopping. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les choses se structurer petit à petit et se structurer notamment dans une logique de simplification. Et c'est pour ça que je retiens cette annonce de Google lors de son I/O Event. D'une part, parce que Google, en général, a un impact assez majeur quand il lance de nouvelles choses. Et cet impact est aussi certainement lié au fait que Google est encore largement utilisé dans les recherches. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons un accès en fait direct à Google, donc on a pu aussi les interroger et voir comment les choses avancent. Et on en a tiré quelques informations assez intéressantes qu'on va se prendre le temps de détailler dans les quelques slides qui viennent. Donc, l'intégration de l'IA dans Shopping est quelque chose qui va se faire en fait de différentes manières. Peut se faire depuis l'agent IA de Google qui est Gemini, tout simplement, mais qui va aussi apparaître et, on va dire, influer sur les résultats de recherche classiques, comme ceux qu'on voit à l'écran. Dans l'idée de tourner cette recherche en une recherche plutôt assistée IA, de manière à créer une sorte d'assistant personnel pour les achats. Donc, quand on prend l'exemple où on clique, par exemple, sur un des résultats de la recherche ici, qui est une recherche d'un produit, aujourd'hui, vous avez une pop-in qui s'ouvre. Donc là, on est sur des résultats Google Shopping avec déjà des informations assez intéressantes qui sont issues des informations que Google va récupérer sur les sites des retailers, mais aussi que les retailers leur remontent dans le Google Merchant Service. Ici, on a notamment des informations qu'on enrichit, enfin, que Google demande souvent à enrichir concernant le détail, concernant le prix, concernant des modalités de livraison, et avec un bouton assez simple qui est accéder au site. Donc là, les évolutions qu'on va voir apparaître avec Google et avec l'utilisation de l'IA, c'est que va y avoir une recherche a priori beaucoup plus pertinente qui va se faire et avec des requêtes beaucoup plus contextualisées. On peut demander des choses plus précises, comme l'exemple que je donne, plutôt qu'un simple Valentin de chocolat. Je vais dire, voilà, je veux ce Valentin de chocolat, enfin, je veux en acheter un, avec un prix défini, par exemple, et même à un moment donné avec un timing. J'en ai besoin pour ce soir parce que je suis invité quelque part et je veux en trouver un rapidement. Donc, ce que Google est en train d'ajouter, est en train de déployer aux États-Unis notamment, c'est une petite fonction sur le slide suivant, Théo, qui est tout simplement le Buy for Me. Et cette petite fonction, qui est un simple clic pour l'utilisateur, va faire en sorte que l'agent IA de Google va se charger de tout le reste du process d'achat. C'est-à-dire que l'agent va aller sur le site ici de Jeff de Bruges, hein, va faire un panier, va ajouter le produit au panier, va remplir les informations de livraison et de paiement, va payer et va valider la commande. Tout ça en utilisant le profil du consommateur qu'il a sur Google Pay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est assez simple. Google est en train d'acheter à la place du client, première chose. Deuxième chose, c'est que le client ne va même plus sur le site web. Donc c'est vraiment là où on commence à avoir un changement de paradigme dans un parcours d'achat de ce type-là. Que ce parcours se fasse dans le site de Google en termes de recherche ou qu'il se fasse sur Gemini, c'est exactement pareil à la fin. La fonction Buy for Me permet à Google de faire tout le processus d'achat à la place du consommateur. Donc le consommateur ne va plus sur le site pour la discovery et ne va plus sur le site pour l'achat. Donc très concrètement, continuons. Quand on clique sur Buy for Me, le fonctionnement est extrêmement simple.
Ça se passe en quelques secondes. Et voilà, c'est fini. Si jamais Google n'a pas les informations nécessaires, il va poser des questions à l'utilisateur pour compléter. Et certainement la première fois, puisqu'il apprendra, et la fois suivante, il remplira automatiquement les différents champs qui vont arriver. Quand on essaie de décortiquer la façon dont ça fonctionne on va dire, backstage, on a deux questions principales à se poser. Pourquoi Google proposerait vos produits plutôt que d'autres? On est sur du SEO d'abord classique, c'est-à-dire que le SEO habituel ne change pas. On est toujours sur un référencement de contenu et de produits qui a été fait avec Google, mais il y a des éléments complémentaires qui sont de la personnalisation, de la contextualisation attendue par Google et proposée ensuite aux consommateurs. Le but pour un agent IA est d'être le plus pertinent possible avec les demandes les plus complexes possibles. Et pas forcément de donner un résultat, mais de répondre à des questions concrètes, de donner des solutions et d'avoir quelque chose qui se fait le plus naturellement possible et en étant toujours le plus pertinent possible. Donc, ce que Google va essayer d'ajouter, c'est la personnalisation, la contextualisation, ce qui va nécessiter aussi des informations supplémentaires que ce que Google a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il se base énormément sur des données structurées, soit que Google récupère, soit qu'on lui fournit dans le Merchant Service. Les informations complémentaires dont il va avoir besoin sont plutôt des informations contextuelles et ce sont des informations en fait, que nous avons naturellement au sein de la solution de commerce unifié, puisque nous gérons bien évidemment déjà aujourd'hui les données structurées autour des produits et des magasins, mais notre système permet aussi de définir globalement un contexte de mise en vente de ces produits qui permet d'avoir une multidimension mettant en relation le catalogue ou les catalogues, le ou les pays, le ou les magasins, le ou les prix, les promotions potentielles, et ensuite les stocks par pays, par magasin, par mode de livraison, les délais aussi par mode de livraison, les frais potentiels, les délais de retrait magasin, les possibilités de retrait magasin. Donc toutes ces informations-là qu'on peut totalement configurer aujourd'hui au sein de la plateforme sont des données dont Google est maintenant friand, qu'il annonce pouvoir intégrer dans son système et exploiter dans ses résultats par une recherche, par un agent IA. Et il nous annonce aussi pouvoir exploiter dans un second temps des contextes utilisateurs de manière à avoir de la personnalisation qui consiste à aussi exploiter les informations potentiellement de prix et de promotion. La manière de faire, on ne la connaît pas encore. Ça, ce sont des choses qu'on va certainement apprendre par la suite. Mais en tout cas, voilà les éléments que Google attend. Et l'intégralité de ces éléments-là, on est aujourd'hui en capacité de les fournir à Google de façon exhaustive. Comment fonctionne après le process de commande? Eh ben, c'est assez simple. Dans un premier temps, Google va utiliser l'existant au niveau d'un site web en ayant cliqué sur le bouton Buy for Me, va consulter le site, va utiliser le site comme un internaute classique, va passer la commande et va utiliser les outils Google Pay, les fonctionnalités Google Pay pour faire la partie de paiement. Ça, c'est dans un premier temps, parce que dans un second temps, Google annonce vouloir exploiter les API que les marchands pourraient leur mettre à disposition pour faire tout ce process directement par API. Donc, à notre niveau dans la plateforme, c'est tout simplement de s'assurer que tout le process de checkout soit robot-friendly afin qu'un agent IA puisse l'utiliser sans problème. Avec la particularité que Google nous a annoncée et qu'ils sont en capacité de gérer des promesses différentes en fonction des produits, des modalités de livraison différentes en fonction des produits, ce qui revient tout simplement à permettre à pouvoir faire du panier mixte de manière à trouver là où les solutions pertinentes pour le consommateur.
L'ensemble de cette mécanique, Théo, si on va à la slide suivante, nous montre en fait que la solution aujourd'hui de commerce unifié est parfaitement adaptée à ce qu'attend Google, avec d'un côté une source qui centralise un très grand nombre d'informations que la plateforme elle-même va récupérer dans d'autres solutions comme des PIN, des ERP et ainsi de suite, mais va aussi permettre d'assembler afin de rajouter ce fameux contexte, contexte de vente ou contexte utilisateur, qui a la particularité du coup d'avoir une solution exhaustive auprès de Google pour les résultats. Et enfin, tout le process, bien sûr, d'achat avec l'order management qui suit derrière. Donc, cette adaptation va être faite dans les prochaines releases. On va adapter en fonction des feedbacks qu'on a, des précisions qu'on reçoit de Google pour les différentes étapes. On passera aussi par différentes phases en fonction aussi des déploiements que fait Google. Et ce qu'on va annoncer demain à nos clients, c'est que aujourd'hui, tous nos clients actuels vont automatiquement pouvoir bénéficier de ces évolutions qui vont être mises à disposition dans les releases sans surcoût pour les clients actuels. Donc ce sera, à notre niveau, c'est quelque chose qu'on considère d'une certaine manière comme un canal de vente supplémentaire qui est parfaitement servi par cette solution omnicanal, au même titre qu'un site web, au même titre qu'un canal de vente en magasin, qui aujourd'hui passera par l'utilisation du site web, mais qui demain passera par l'utilisation d'API et d'autres mécaniques dont nous vous parlerons par la suite, plus liées à une universalisation de la communication avec des agents IA, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on se réservera ça pour un autre webinaire qui nous permettra d'être là universel, quels que soient les agents IA, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou d'autres agents qui sont aujourd'hui utilisés par les consommateurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y reviendra en fin de session pour y répondre. Et je crois que c'était mon dernier slide, Théo. Et je passe la main à Fadi. Oui, bonjour à tous. Je reviens pour ma part sur les chiffres que nous avons pu observer chez l'ensemble des clients sur le second trimestre 2025. En termes de chiffre d'affaires, on observe une progression par rapport au deuxième trimestre 2024 de plus 21%, ce qui est quasiment ISO au premier trimestre 2025. Et c'est également une progression qu'on a constatée en valeur puisqu'elle est de 20%. Sur ce chiffre, le click and collect représente 38% du chiffre d'affaires et 41% du volume de commandes. Le taux de conversion, quant à lui, est maîtrisé chez l'ensemble de nos clients à hauteur de 95%, donc de retrait en point de vente. Un point notable, c'est le Ship from Store, qui a représenté sur ce deuxième trimestre 27% des commandes qui ont été envoyées. Ce qui est à noter, c'est que dans le secteur du textile, finalement, quand il y a de nouvelles collections, le taux de ship from store, on constate qu'il baisse, tout simplement parce que les entrepôts et les points de vente disposent des produits en stock. Et au fur et à mesure que la saison va avancer, eh bien, tout simplement, on va avoir plus de rupture de stock et donc plus recours au ship from store. Et pour finir, la e-réservation, quant à elle, a représenté en Q2 18% du volume d'affaires et 26% du volume de commandes. Le taux de conversion
quant à lui. Donc, quand on parle de conversion sur la réseau, c'est bien sûr du trafic en point de vente et de 74% donc des clients qui ont fait une réservation qui sont venus en point de vente. Voilà pour ce qui est des chiffres. Je passe la main à Thomas pour la partie infra. Tout bon. Merci Fadi. Bonjour à tous. Alors pour ma part, je souhaitais vous partager un point d'étape sur les performances techniques de notre plateforme depuis ce début d'année 2025. Avec tout d'abord l'uptime, on a réussi à maintenir un excellent taux de disponibilité. Alors il est en légère baisse par rapport à 2024. Une explication principale, hein, c'est l'explosion des bots. On remarque que le trafic généré par des bots toujours assez malveillants, on va dire, scannent fréquemment les sites au final de nos clients. Et du coup, c'est vrai que le temps que nos mécanismes de blocage les détectent, se mettent en place, cela génère quelques secondes d'indisponibilité. En tout cas, on a su réagir rapidement pour limiter l'impact pour nos clients. Côté infrastructure, on a enregistré seulement 2 incidents. Ces 2 incidents étaient liés au final à des fournisseurs externes. Donc, on n'a pas d'incident de notre ressort depuis ce début d'année, ce qui est vraiment une très belle performance et ce qui montre la robustesse de notre architecture. Pareil par rapport aux correctifs urgents, seulement 2 patchs qu'on a dû réaliser en urgence et déployer chez au moins un client. Donc encore une fois, preuve de la stabilité, hein, de la qualité de nos releases. Ces belles performances, on les a en plus réalisées avec un volume de requêtes qui est toujours en augmentation. Donc par rapport à 2024, on a déjà traité 20% de requêtes en plus. On est à 28 milliards de requêtes traitées là fin août. Donc ça démontre aussi l'infrastructure qu'on a mise en place et sa capacité à monter en charge et à absorber effectivement ces pics de requêtes qu'on voit au fur et à mesure. Quelques autres métriques à vous partager que je trouvais intéressantes de vous présenter, c'était le pourcentage de réussite des taux de déploiement. On a développé et on maintient un super outil, Proximus Manager, qui est un peu l'outil que vous utilisez au quotidien pour piloter les projets de vos clients. On a un taux de déploiement qui est resté très élevé, avec un taux de succès à 99%. Pareil, grâce à l'automatisation qu'on a en place de tous nos process, donc ça paye. Et on a réussi à maintenir ça en 2025 comme en 2024. Je vous parlais de l'augmentation du trafic. C'est un peu le deuxième métrique que vous voyez en bas de la slide. Donc par seconde, voilà, le nombre de requêtes augmente aussi. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, chaque seconde, c'est en moyenne 1500 requêtes qu'on traite au niveau de l'infrastructure. La sécurité, quelque chose de très important au cœur de nos priorités chez nous. Donc, on a déjà réalisé depuis ce début d'année 3 tests de sécurité et on n'a détecté aucune vulnérabilité majeure ou critique sur notre infrastructure et notre produit. Donc ça, c'est plutôt une superbe bonne chose. Voilà un petit peu pour les données que je voulais vous partager, les métriques. Si vous avez des questions, c'est dans le chat. Je ferai un plaisir de vous y répondre. Et je laisse la main à Théo pour la suite. Yes, tout à fait. Bonjour à tous. J'allais dire, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Il y a un petit onglet questions sur la droite, il me semble. On y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde va bien et qu'on est toujours focus parce qu'il y a pas mal d'évolutions sur les 3 dernières versions. Et on va revenir sur ces évolutions à compter tout d'abord de l'OMS, avec notamment pas mal de choses liées à la data BI. Comme vous le savez certainement, mais je vais le rappeler, on a sorti en version 7 un data BI extract qui permet d'extraire un maximum de données, si ce n'est toutes les données possibles et imaginables de notre OMS, que ce soit sur les commandes, sur les
sur les expéditions, sur les restocking et maintenant, depuis la 7.2, sur les réservations également. On va continuer à ajouter des évolutions sur cette data BI extract, à savoir que c'est un export à bien configurer. C'est depuis la 7.1 par défaut actif sur tous les environnements. Il suffit juste de configurer les exports liés à la data BI extract, mais toute une documentation qui est là pour ça. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc, je disais les réservations, on a ajouté pas mal d'informations aussi sur les raisons de fin d'assignation. Une assignation, c'est une assignation à un entrepôt et un transporteur. Donc, vous allez avoir vraiment le détail par assignation sur une expédition et sur une commande également, et sur toutes les expéditions de commande. On va avoir également la source des actions faites sur les préparations. Donc la source, ça va être le user, si c'est un user, si c'est le système lui-même en automatique, ou si ça vient d'une API par exemple, ou d'un import. Et enfin, des petites choses sur les colis également, avec l'ajout de la date de livraison calculée en fonction de la configuration de l'OMS, qui permet d'avoir peut-être un peu plus d'infos au niveau de l'expected delivery date. Voilà. On va continuer à rajouter des infos, comme je le disais, dans les versions suivantes. On corrige aussi encore quelques points de data, mais c'est tout à fait utilisable et n'hésitez pas à, dès maintenant, configurer ces exports pour pouvoir récupérer vos données. C'est pas des données qu'on historise, c'est pas backportable, c'est pas backporté, on récupère les données du jour et voilà. Donc, on n'hésite pas à configurer. Ajouter des informations aussi, les KPI directement dans l'indicateur de performance sur la préparation en entrepôt-magasin. Donc, on a un nouvel onglet entrepôt et magasin qui est apparu en 7.2 avec toutes ces infos-là, les délais notamment de prise en charge, les taux de prise en charge, le nombre d'assignations aussi par entrepôt, etc., etc. Pas mal d'infos qui permettent d'avoir une vision un peu plus globale au niveau des entrepôts et magasins, au niveau de la préparation. J'en parlais, sur le taux de prise en charge, on a également ajouté des KPI dans l'onglet de commande sur le taux de prise en charge au niveau des commandes et la perte en chiffre d'affaires pour non prise en charge. Donc vraiment, le magasin n'a pas pris en charge la commande, on a déroulé le délai, on a dépassé le délai. Voilà, pourquoi je vous parle du taux de prise en charge? Parce qu'on en a fait également une règle d'orchestration qui va permettre aux clients surtout de pouvoir configurer dans l'orchestrateur cette règle et de pouvoir prioriser, déprioriser en fonction de ce taux de prise en charge un magasin et faire en sorte d'optimiser un maximum les préparations et envoyer les commandes plutôt vers des magasins qui jouent le jeu et qui ont l'habitude de préparer les commandes plutôt efficacement. Ou à contrario, déprioriser et dans ce cas-là, faire en sorte que les magasins un peu mauvais élèves n'aient pas une charge de commande trop élevée. C'est exactement la même chose avec la règle d'orchestration sur les délais de préparation. On va pouvoir configurer une règle d'orchestration liée à certains délais, comme le délai de prise en charge, le délai de préparation et de picking et le délai de traitement. Donc, même principe sur le concept de priorisation ou dépriorisation d'un magasin par rapport au délai de préparation. Quelques évolutions encore en 7.2, avec notamment on a ajouté des champs d'entrepôt assignés, les catégories de livraison et la date de la commande, notamment dans les listes d'expédition, dans les listes que vous avez dans Order Management et dans Customer Service. Un peu plus d'infos directement dans les listes. Donc c'est des infos aussi qui sont exportables. Voilà. On a également l'ajout de stock depuis l'inventaire d'un SKU et depuis l'inventaire d'un entrepôt, c'est nouveau. Et on a également l'ajout d'une entrée de transporteur dans le menu des connecteurs qui va vous permettre directement de pouvoir configurer les transporteurs à cet endroit-là.
Ok, j'ai fait le tour pour l'asset 2. Passons à l'asset 3 côté OMS, avec notamment un calendrier de capping. Laurent a prévu une petite démo par la suite, donc je vous présente un petit peu le principe. Ce calendrier de capping va permettre de capper vos magasins au niveau des jours de la semaine. On se rend compte, et on s'est rendu compte grâce à nos clients, que un niveau de capping le lundi ne va pas être le même que le niveau de capping du samedi, en fonction de la fréquentation en magasin, en fonction du nombre de préparateurs en magasin, en fonction de pas mal de critères. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, les clients étaient obligés de réimporter des données de capping tous les jours pour s'adapter finalement au jour de la semaine. Alors aujourd'hui, on va permettre de configurer ce calendrier de capping pour avoir cette différenciation en fonction des jours. On va pouvoir également le faire par import, bien sûr, ce qui va permettre de le faire en masse. On a ajouté aussi des informations, surtout au niveau, ça va être intéressant au niveau du support, au niveau des analyses sur le capping. Donc on va avoir notamment au niveau des entrepôts un historique des événements avec les événements de dépassement de capping, notamment quel capping a été dépassé, à quel moment, quelle date. Idem dans les logs. Ça permet d'avoir un peu plus d'infos et pouvoir confronter s'il y a des soucis liés au capping. Et enfin, on a ajouté un champ de date et heure d'exclusion dans les entrepôts associés à un entrepôt unifié. Ça permet d'avoir également l'info à cet endroit. Et également un export de cette vue pour avoir une vision plus globale de quels entrepôts sont capés à un instant T. Voilà, et de pouvoir permettre de faire des actions en fonction. Je te laisse la main, Laurent, pour une petite démo de ce que je viens d'illustrer rapidement. C'est parti, on va parler un peu capping et on va aller voir, je vais vous emmener sur mon environnement de démo et on va aller mettre ça en œuvre, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'auraient pas encore utilisé les fonctionnalités de capping, c'est l'occasion de voir un peu où ça se passe. Donc nous sommes là sur mon environnement de démo, j'ai configuré un site web, enfin il y a un peu toute la panoplie bien sûr. Dans mon site web, je me suis basé sur un entrepôt unifié qui se trouve là, un entrepôt virtuel qui représente le stock unifié. À l'intérieur, j'ai un certain nombre d'entrepôts, j'ai surtout mes entrepôts, mon entrepôt principal, mon entrepôt logistique donc, et j'ai mon entrepôt de Strasbourg. Alors je vous montre surtout ces deux-là parce que pour cette petite démo, je vais utiliser un produit qui est un sac à main, en fait. Et ce sac à main, il est disponible dans mon entrepôt virtuel puisque j'ai de la disponibilité à Strasbourg. J'ai du stock. Je n'ai pas de stock sur l'entrepôt principal. Je n'ai du stock qu'à Strasbourg. Bon, en l'occurrence, là, ça ne va pas me poser de problème. Si je vais dans mon front, je vais voir que mon produit, mon sac à main, en fait, il est bien disponible en livraison. Je vais pouvoir le commander et je vais pouvoir me faire livrer. Bien, merci, le Ship from Store. Donc, on va jouer avec le capping. Alors, le capping, c'est une fonctionnalité qui s'active de manière globale. Vous avez ici une entrée order capping dans la partie entrepôt et stock. Et c'est là que vous allez dire, est-ce que j'autorise mes entrepôts à avoir un capping ou à ne pas avoir de capping? C'est ici aussi qu'on va pouvoir, une fois qu'on va activer le capping, qu'on va pouvoir dire si on veut prendre en compte uniquement les livraisons à domicile ou en point relais, ou si on veut prendre aussi les réapprovisionnements. Les réapprovisionnements, c'est aussi des colis à préparer, c'est aussi du travail supplémentaire pour les magasins. On peut les inclure, on peut ne pas les inclure, à vous de voir, ou à vos clients plutôt de voir quel est le mode qui fonctionne le mieux pour leurs besoins. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans mes entrepôts. Alors, le capping, hein, c'est plutôt à destination des magasins. C'est rare qu'on ait envie de mettre un capping sur des entrepôts logistiques qui n'ont que ça à faire. Donc, il est plutôt destiné aux magasins, même s'il va fonctionner également pour n'importe quel type d'entrepôt. Ça fonctionne sur les entrepôts physiques et on retrouve ça dans le management opérationnel. Et ici, on va pouvoir dire, une fois que le capping est activé, le principe, ça va être de définir des plafonds. Et on va plafonner en fait la quantité de commandes qu'on va, alors commande sous-entendu expédition et ou réapprovisionnement, qu'on va assigner à chacun des entrepôts. Et on va lui dire, est-ce que je veux mettre un plafond, est-ce que je ne veux pas en mettre et quelle est la valeur de ce plafond. Donc j'ai deux valeurs pour ça. Je configure soit les commandes affectées, soit les commandes préparées. Je retrouve la valeur du jour. Combien de commandes ont actuellement été assignées ce jour. Ça se réinitialise tous les jours. Et puis, j'ai l'indicateur pour savoir s'il est désactivé ou pas désactivé. Alors, par défaut, il est désactivé, hein, c'est illimité, je peux en assigner autant que je veux.
Je peux mettre un 0, mon entrepôt va avoir atteint son capping immédiatement, et là, il va être automatiquement exclu en fait, de mon entrepôt virtuel, avec un certain nombre de conséquences qu'on va voir tout à l'heure. Et puis sinon, je peux mettre la valeur que je veux. Hein. Je vais mettre 1 pour ma démo. Là. Je ne vais pas mettre 1, en fait, je vais passer sur le calendrier de capping, puisque c'est quand même la nouveauté. Donc le calendrier de capping, c'est la même chose, mais on va avoir une différenciation chacun des jours. D'accord. Donc le samedi, jour de forte fréquentation dans mes magasins, je vais mettre un capping très bas pour mes magasins, pour qu'ils ne soient pas surchargés par les commandes en livraison à domicile qu'il faut préparer dans les 2, 3, 4 heures jusqu'à 7 heures en fonction de la configuration que vous avez mis sur l'orchestrateur. Je vais leur mettre un capping bas, comme ça ils vont pouvoir en prendre quelques-unes et puis après ils laisseront le reste passer et ça ira, ce sera redirigé vers d'autres entrepôts. Petite différence entre cet écran et l'écran qu'on a vu précédemment. Donc si je n'utilise pas de calendrier, quand je ne mets pas de valeur, c'est illimité. Ici, si je ne mets pas de valeur, ce n'est pas illimité, c'est considéré comme 0. C'est pour ça qu'en bas, je vois que j'ai atteint mes cappings systématiquement. Donc si vous passez par le calendrier, il faut que vous mettiez des valeurs partout. Sinon, votre entrepôt, il ne sera pas dans votre entrepôt virtuel, il sera exclu par défaut tous les jours de la semaine. Donc là, on est mercredi, je vais mettre 1 dans les commandes assignées, pour mon exemple. Je vais mettre plein dans mes commandes préparées, c'est l'équivalent de mon illimité, si vous voulez, mais manuel, quoi. Donc tout ça, vous pouvez le faire par import, hein, ça marche aussi très bien. J'enregistre mes modifications, mes cappings ne sont pas atteints puisque j'ai encore aucune assignation sur mon entrepôt de Strasbourg. Je vais passer une petite commande et puis on va voir à quoi ça ressemble. Ah, petite précision que je voulais encore vous dire, je regarde mes notes parce que j'ai failli l'oublier. Quand vous passez quand vous utilisez un calendrier, les compteurs sont remis à jour tous les jours. Donc tous les jours, on va réintégrer l'entrepôt dans l'entrepôt virtuel et puis on va regarder son niveau de capping, les cappings qui a été mis en place pour voir s'il a atteint, s'il n'a pas atteint. Et on repart sur des compteurs neufs. Quand vous n'utilisez pas de calendrier de capping, le compteur, si on atteint un des 2 cappings, en fait, on va le remettre à jour au prochain jour d'ouverture. Donc, si mon entrepôt est fermé le dimanche parce qu'il ne fait pas de préparation le dimanche, il sera rouvert que le lundi. D'accord. Et il sera réintégré dans l'entrepôt virtuel uniquement le lundi. Vous retrouvez tout ça dans la doc, vous irez faire un tour pour voir tous les détails, comme ça vous serez à jour. Je vais passer une commande. Donc, je vais rajouter mon petit sac à main en livraison. Donc, le capping, hein, ça ne concerne que la livraison. Tout le reste, c'est du travail pour les magasins parce que ça fait de la fréquentation magasin. Donc, le retrait magasin, la réservation, tout ça, ça n'est pas considéré du tout par le capping. On parle vraiment que de la livraison. Je finalise ma commande, blablabla, voilà. Donc là, j'ai une commande qui a été créée. Alors, je vais attendre qu'elle soit créée et qu'elle soit bien sûr assignée, sinon ça ne va pas beaucoup marcher. Ma commande est en attente de traitement. L'expédition n'est pas encore créée, ça va venir. L'expédition est créée et elle est bien assignée à mon entrepôt de Strasbourg. Alors, première conséquence, si je retourne sur ma fiche produit, vu que j'ai atteint mon capping, normalement, mon produit n'est plus disponible en livraison. Et oui, puisque dans mes inventaires de stock, en fait, j'avais 1000 pièces uniquement à Strasbourg. Donc, si Strasbourg, je l'exclus de mon entrepôt virtuel, du coup, je vais avoir un impact sur ma promesse, c'est que je n'ai plus aucune disponibilité sur les entrepôts restants dans mon entrepôt virtuel. Et donc, ma promesse, elle passe à indisponible. Deuxième effet qui se coule sur cette exclusion, mon entrepôt disparaît en fait de l'entrepôt virtuel. Du coup, quand je vais attaquer mon orchestration, je ne pourrai plus le sélectionner. Il ne sera plus dans la liste des couples entrepôts transporteurs éligibles. Donc, je ne pourrai plus faire d'assignation et donc, je vais laisser mon entrepôt tranquille pour le reste de la journée. Alors, il y a des clients qui ont mis ça en place et donc, on a eu pas mal de questions au support parce qu'on avait du mal à les analyser. Donc, les dernières nouveautés qu'on a mis en place et que je voulais vous montrer, c'est si vous avez mis en place le capping et que vous avez des besoins d'analyse, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ces informations d'atteinte de capping? Donc, on les retrouve d'une part dans l'entrepôt virtuel, dans la liste des entrepôts physiques associés. Ici, on va avoir un filtre possible et une liste de tous les entrepôts avec le fait qu'ils soient exclus ou non. Et je peux filtrer ici et je vois que mon entrepôt Strasbourg, il est exclu. Je vois sa date d'exclusion aussi, donc je sais à quel moment il a atteint son capping. Est-ce que c'était plutôt le matin tôt? Est-ce que c'était plutôt l'après-midi, plutôt le soir? Ça va avoir un impact sur la façon dont je vais refaire ou dont je vais personnaliser en fait le paramétrage, soit de mon orchestrateur, soit de mon capping, en fonction de mes besoins. Autre élément où je vais retrouver l'atteinte du capping, c'est plutôt un historique du capping. On retrouve ça dans les entrepôts physiques, dans l'historique des événements. Et là, on voit pour chaque jour où l'entrepôt a atteint son capping, quel est le capping qui a été atteint? Est-ce que c'est le capping de préparation ou est-ce que c'est le capping d'assignation? Quelles étaient les valeurs du capping à ce moment-là?
etc., etc. La date, bien sûr, évidemment. Donc, je vais pouvoir analyser en fait toutes les atteintes de capping de tous mes entrepôts et je vais pouvoir comme ça affiner ma configuration au fur et à mesure du temps. Donc, le capping, si vous avez des clients qui commencent à vous poser des questions sur le ship from store, etc., le capping, c'est l'incontournable pour démarrer, pour éviter de surcharger les magasins. Quand ils commencent à prendre en main le capping, ils ont déjà pas mal de boulot avec la préparation des colis, l'expédition des colis, le passage des transporteurs. Donc, on va leur laisser le temps de s'habituer en fait au process en magasin et on va augmenter leur capping au fur et à mesure pour qu'ils puissent augmenter la charge finalement au fur et à mesure. Voilà pour cette démo. Laurent. Et en effet, c'est super intéressant parce que ça permet de voir tout de suite si les magasins atteignent leur capping rapidement dès le matin, s'il faut adapter le capping pour la semaine suivante, etc., etc. Beaucoup d'informations grâce à ces historiques notamment. Et ouais, on a aussi ces informations-là dans les logs, comme je disais tout à l'heure. Je vais reprendre la main, que je ne me trompe pas d'onglet. Je me suis trompé d'onglet, c'est pas grave, on va recommencer. Désolé pour le petit. Bon, je n'y arrive pas, c'est pas grave, on va passer par là. Ça ne marche pas. Désolé. Pendant ce temps-là, Laurent vous chante une chanson. Ah, il pleut déjà en fait, c'est vrai que je pourrais, finalement, à la réflexion. Ok, on y arrive, c'est bon. Et on va passer à la suite avec notamment en set 3 les prix pour tous les contextes de vente. Aujourd'hui, avant la set 3, on devait dupliquer tous les prix pour chaque contexte de vente, ce qui faisait déjà beaucoup de prix dans les bases de données, ce qui alourdissait les bases et qui du coup baissait la performance de la plateforme. Et en plus de ça, c'était assez contraignant de devoir dupliquer tous les prix pour chaque contexte de vente, donc potentiellement pour chaque pays, pour chaque marque, pour chaque contexte de vente. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis d'utiliser un prix pour tous les contextes de vente d'une même zone tarifaire. Donc comme ça, on n'a plus à dupliquer, ça permet une intégration plus rapide et comme je disais, plus de performance au niveau des bases. Donc, c'est intéressant potentiellement pour des clients qui auraient déjà des multiples prix, de potentiellement supprimer tous ces prix et n'utiliser que des prix uniques pour tous les contextes de vente s'il y a le lieu d'être. Voilà. Ça permettra notamment d'améliorer les performances, comme je le disais, des clients qui auraient déjà ces prix-là. On a touché à pas mal de petites choses, notamment au niveau des écrans pour pouvoir adapter tout ça. On a touché également à l'import de prix. Donc là, je vous laisserai regarder la doc. Pas mal de petits détails si vous souhaitez utiliser cette feature. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que je vous explique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait également Oui. Oui, je disais un petit rappel, Théo, par rapport au contexte de vente. C'était on va dire, une dimension sur laquelle on a fait beaucoup d'évolutions ces derniers temps, parce qu'un contexte de vente est assez malléable et permet, dans une organisation assez simple, de gérer des ventes par pays, mais ça permet aussi de gérer des ventes par réseau, ça permet de gérer des ventes par canaux, ça s'adapte à tous les contextes, intégrés, franchisés, coopératifs. Et quand on parle de canaux, on peut aussi imaginer un contexte de vente différent, si c'est de l'IA, un shopping par IA ou un shopping par magasin ou un shopping par site web et ainsi de suite. C'est quelque chose qui a une dimension très forte et qui ensuite peut aussi être utilisé comme un élément d'orchestration dans l'OMS. Donc, pour cette raison-là, on fait beaucoup d'évolutions de manière à le rendre le plus souple, le plus malléable possible pour s'adapter à toutes les situations qu'on pourrait rencontrer chez nos clients. En effet, c'est un peu la dimension mère de toute la configuration derrière.
et qui permet d'avoir justement différentes configurations selon les contextes. Donc, tu peux rappeler, Eric. Et notamment quand on supprime, là ce qu'on a fait, c'est que quand on supprime un contexte de vente, on va supprimer également les prix qui sont associés à ce contexte de vente. C'est important de le savoir. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, ce sera le cas. C'est une fonctionnalité à activer via la configuration projet, également important à savoir, au niveau de la configuration. OK. Sur cette 7.3, on s'est également attaqué à la Data Hub API et notamment à la gestion des fulfillment. 9 nouvelles routes API sont apparues pour permettre à un système externe de mettre à jour les fulfillment, la préparation notamment des fulfillment sur notre plateforme. 4 routes pour les shipments, les expéditions, et 5 routes pour les restocking, avec notamment la route de picking qui permet donc de réaliser la validation complète des produits. Donc quand on dit validation complète des produits, c'est que les produits soient disponibles ou indisponibles. On vient indiquer le statut de fin de picking à l'API. On a également ajouté la route parcelle qui permet d'importer les états de colis et leurs informations. Il y avait déjà un import qui existait, qui permettait ça. On a aujourd'hui cette API qui nous permet donc d'ajouter les informations de colis avec le poids, quel packaging, le tracking code et l'URL. Ça va permettre pas mal de choses, cette API parcelle, notamment le fait de pouvoir finaliser des préparations par API. Donc, comme je disais, il y avait juste un import jusqu'à maintenant. Puis, ce sera possible par API. On a également des API qui vont permettre de passer différents statuts, notamment le statut prepare, donc du statut accepted au statut prepared, au statut prepared ou partially prepared, ou prepared in store, ou partially prepared in store en fonction de ce qui a été préparé. On a également l'API ship qui va permettre de passer du statut prepared au statut shipped. Et enfin, pour le restocking, le statut deliver qui va permettre de réceptionner un restocking dans le magasin de remise. Donc, toutes ces API viennent s'ajouter aux API existantes au niveau de la préparation, ce qui permet donc, comme je le disais, à un système externe de A à Z de nous indiquer sur la plateforme chaque étape de la préparation. Donc, depuis la prise en charge jusqu'au shipping, jusqu'au deliver, voilà, donc l'entièreté de la préparation du fulfillment. Donc ça peut être très intéressant notamment de proposer à vos clients, il y en a c'est déjà certains qui sont au courant et qui sont en phase de test, de passer des fichiers plats aux API pour avoir du temps réel et plus d'efficacité également. Également dans les flux, on a ajouté les informations sur le vendeur et le magasin vendeur qui ont passé commande, ce qui permettra de récupérer pas mal d'informations, notamment dans des exports. Donc on aura ces informations, on passera ces informations-là via l'API order ou via l'import de commande, et on récupérera les informations via les exports Omnichannel Sales Report, qui vient résumer toutes les expéditions, notamment beaucoup d'infos sur les expéditions, sur Omnichannel Sales Report, qui a fait quoi. Sur l'export de commande, de l'order management, dans la data BI extract dont j'ai parlé au début, et également dans la timeline de commande, donc pour avoir les informations directement de quel magasin a pris la commande et quel vendeur. Côté ISF, on permettait jusqu'à maintenant sur le click and collect de pouvoir faire uniquement de la validation partielle ou totale, mais on permettait de faire de la validation partielle, c'est-à-dire je prépare une partie de la commande, le reste je l'envoie en restocking ou je l'annule. On va permettre de pouvoir tout envoyer, si une partie de la commande n'est pas disponible, de tout envoyer directement en restocking pour ne pas avoir du multi-colis en fin de préparation, c'est-à-dire une partie préparée par le magasin de retrait
une partie préparée par un restocking, la partie en restocking qui revient au magasin de retrait, on est obligé de consolider, c'est embêtant pour les préparateurs en magasin, ça prend du temps. Donc, on va pouvoir dire, OK, je n'ai pas une partie de la commande, dans ce cas-là, j'envoie toute la commande directement en restocking. Ça permet d'avoir uniquement un seul colis à la fin. Voilà, donc c'est dans la configuration des services en magasin, idem, on peut aller voir la documentation s'il y a besoin d'informations. Petite évolution sur l'ISF App qui nous a été demandé par un client de pouvoir zoomer sur les images, ce qui permet notamment de vérifier les motifs, par exemple sur une chemise ou ce genre de choses, pour ne pas se tromper lors de la préparation. C'est rapide, on clique sur l'image, on vérifie et on valide ou non le produit. Et je passe la main à Elena. Merci, bonjour à tous. Je vous propose de découvrir des nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en place pour optimiser le parcours d'achat. Donc, qui dit achat, dit client final. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter de façon macro les évolutions et Laurent vous fera ensuite une démo, parce que c'est toujours plus sympa en images. Donc, cette slide présente 3 niveaux de produits. Donc, j'ai le checkout process, j'ai e-commerce website et order online et plus précisément le nouveau checkout. Donc, sur le checkout process, on a ajouté 3 nouveautés qui vont servir nos API, aussi nos fronts e-commerce website et le nouveau checkout. Et on verra aussi par la suite qu'il servira aussi order in store. Donc, une des premières nouveautés, c'est l'ajout d'un nouveau filtre best-seller qui est paramétrable en back-office pour permettre de mettre en avant les produits les plus populaires sur les sites. Donc ça, c'est une nouveauté 7.2. Ensuite, on a renforcé la fiabilité du parcours avec des vérifications multiples des niveaux de stock et des prix pour garantir une information juste et surtout pouvoir garantir que les commandes pourront bien être livrées. Thomas, on a un petit peu parlé tout à l'heure des bots. Donc voilà, dans un contexte de forte commande ou de grandes opérations commerciales, on va appliquer des checks à différents parcours dans le panier et dans le checkout, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était une nouveauté en 7.1. Et la dernière, concernant le checkout process, en 7.3, on a créé une nouvelle réduction qui, cette fois, va s'appliquer sur l'intégralité du panier. Donc c'est la fameuse réduction, pourcentage de réduction sur un article. Qui vient en parallèle de la réduction qui existe déjà, mais qui se cantonnait au mode de retrait. Donc, qui est dans le cas d'un panier mixte, soit elle s'appliquait sur l'article le moins cher de la livraison, des articles prévus en livraison, ou des articles prévus en click and collect, mais impossible de l'appliquer sur tout le panier. Donc, désormais, c'est possible. Donc, si on passe côté e-commerce website, c'est ici qu'on va finalement constater les bénéfices de ces nouveautés. C'est via le catalogue que le client final pourra facilement naviguer dans les catégories et découvrir les best-sellers grâce aux nouveaux filtres qu'on aura mis en place. Et c'est aussi sur e-commerce website que lors de l'ajout d'articles au panier, on va pouvoir appliquer un premier check de disponibilité des stocks, disponibilité de l'article et des prix, et aussi dans le panier qu'on va pouvoir appliquer une nouvelle réduction, la nouvelle réduction paramétrée en back-office. Et si on descend encore d'un niveau, côté order online, et plus précisément encore une fois sur le nouveau checkout, le tunnel de commande a été en partie repensé sur la base de vos suggestions d'évolution et de nos clients aussi pour réduire les abandons de panier et aussi accélérer finalement la conversion. Donc la première, c'est une évole qui porte sur la création du compte client dans le tunnel d'achat, puisque quand le client va créer son compte dans le checkout, on ne va plus l'obliger à quitter le processus de commande depuis la 7.1. C'est rapide maintenant, c'est intégré et ça va surtout éviter des ruptures dans le parcours utilisateur. Aussi, on a repensé le formulaire de renseignement des informations de livraison en 7.2 cette fois. Donc, les champs sont pré-remplis quand c'est possible de le faire et les options de livraison sont mieux mises en avant, vous allez voir en démo.
Et pour finir, c'est encore une fois à cette étape de paiement qu'on va appliquer encore une fois un check de disponibilité du produit et des prix pour que le client qui va effectivement réaliser son paiement puisse être assuré qu'il recevra bien finalement ces articles chez lui. Donc Laurent, je te passe la main pour la partie démo. Allez, on revient chez moi. Je vais reprendre l'écran. Je vais reprendre l'écran, je vais reprendre le partage. Ouais, je vais tout reprendre en fait, comme ça. Hop, et je vais vous emmener sur mon site e-commerce. Donc, c'est le site e-commerce de mon environnement de démo. C'est le même que tout à l'heure finalement. Je vais vous parler un peu order online. On va voir un peu les nouveautés du catalogue. Donc, première nouveauté, c'est ce nouveau critère de tri en fait qu'on a mis en place. Donc, on incrémente des compteurs sur chaque produit qui est vendu dans notre plateforme, ce qui va nous permettre de savoir quels ont été les produits les plus vendus. Et donc, on a intégré un nouveau tri par meilleure vente qui vient s'ajouter aux différents nouveaux tris qu'on avait déjà, avec les tris sur le prix, les tris par nouveauté, par ordre alphabétique, etc. Hop, ça marche tout seul, la vie est bien faite. AstroBlue, c'est la montre que j'utilise tout le temps pour mes démos. Du coup, elle sort en tête parce que en fait, j'ai quasiment que celle-là. Donc, je ne vais pas déroger à la tradition, je vais la rajouter au panier et je vais vous emmener voir. Ah oui, je vais vous emmener voir les réductions, la nouvelle réduction qu'on a mise en place. Donc, c'est une réduction qui existait déjà, mais qui ne s'appliquait qu'au niveau de chacune des catégories de livraison. Aujourd'hui, on en a fait une seconde qui va s'appliquer au niveau du panier. Alors, je vais vous montrer, je vais juste rajouter une autre montre. Je vais rajouter celle-là. Je vais la rajouter en magasin. Elle doit être dispo à Strasbourg, comme ça, voilà. Hop, 4 €, c'est bien. Je vais la mettre en retrait magasin. Donc là, vous ne le voyez pas, bien sûr, mais on a un rafraîchissement en fait, de la promesse systématique à chaque fois que je vais, juste avant que je vais l'ajouter au panier, pour m'assurer que cette promesse-là est bien la dernière promesse à jour au moment où j'ai cliqué. J'ai la promesse la plus proche, ce qui va m'éviter d'avoir des produits ajoutés au panier qui n'ont pas de stock finalement. Hop, je me retrouve dans Order Online. Pendant qu'il est en train de tout charger, on va aller faire un tour du côté des modificateurs de panier. Donc, je suis dans mes réductions. J'ai configuré 2 réductions sur mon panier. Alors, j'en ai configuré plus, mais il n'y en a que 2 qui nous intéressent en l'occurrence. Une réduction qui va me faire moins 5% sur la montre la moins chère à partir de 2 montres et qui va s'appliquer par livraison. Et une réduction exactement la même et qui va s'appliquer par panier. Alors, je vous fais un petit détail de la conf quand même, juste pour que vous voyez que c'est un peu la même chose. Le critère d'application, ici, je suis sur le nombre de produits de la livraison égal à 2. Je cherche que les montres et j'applique 5% de réduction, blablabla, sur le moins cher, dans la position dans le classement est numéro 1. Donc, je prends bien la moins chère et la moins chère des montres. Et mon type de réduction est pourcentage sur un article en fonction du nombre d'articles par livraison. La deuxième, c'est la même chose. J'ai changé le critère, j'ai pris le nombre de produits du panier et j'ai changé le type de réduction pour prendre le pourcentage sur un article en fonction du nombre d'articles dans le panier. Donc, il va compter combien d'articles j'ai qui correspondent à mes critères d'éligibilité et je vais prendre le moins cher des deux si j'en ai au moins 2. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le panier? Donc, dans mon panier, j'ai 2 montres. Elles ne sont pas toutes les deux dans la même catégorie de livraison. J'ai fait exprès d'en ajouter une en livraison à domicile et l'autre en retrait magasin. Du coup, si je vais dans mes réductions, je vois bien que j'ai ma réduction par panier qui est appliquée et j'ai 20 centimes de réduction qui correspond bien à 5% des 4 € de la seconde montre. Si je rajoute une deuxième montre ici à AstroBlue, je vais changer la quantité. J'ai la deuxième réduction qui vient s'appliquer puisque ici, dans une seule livraison, j'ai 2 montres. Donc, il est en mesure d'appliquer la deuxième réduction, la réduction par livraison sur ma catégorie de livraison à domicile. D'ailleurs, si je mets une deuxième montre Chronometal Gunmetal Sandstone, je vois bien qu'ici, avant, j'avais 5 €. Maintenant, j'ai 5,20 €. Donc, j'ai bien les 20 centimes de la réduction qui s'applique sur le retrait magasin, plus les 5 € de la réduction qui s'applique sur la livraison à domicile. Ma réduction est appliquée 2 fois, une fois par livraison, alors que la réduction par panier, elle, n'est appliquée qu'une seule fois. On va pouvoir différencier les cas et on va pouvoir avoir des choses un peu plus affinées au niveau de l'application des réductions. Voilà pour les réductions. Alors, je fais quoi maintenant? Je vais continuer, tiens. Je vais continuer mon tunnel et puis on va voir un peu le nouveau parcours de création de compte. Donc, je vais créer un nouveau compte utilisateur avec une adresse email qui n'existe pas. On est combien aujourd'hui? On est 2025-09-24. Hop, je valide mon email. Il me demande mes informations. Donc, je suis John, je suis Do.
Je mets un mot de passe qui correspond à la politique de sécurité, évidemment. Je vais valider ça. Et là, auparavant, on avait une petite information qui nous disait votre compte a été créé, vous pouvez retrouver les informations, n'hésitez pas à aller vous connecter. Et il fallait aller se connecter. Aujourd'hui, on est connecté automatiquement, en fait, et on arrive directement sur la poursuite du tunnel où on va pouvoir renseigner les informations. Dans mes informations clients, on a rajouté la civilité, on a enrichi, on n'a pas rajouté la civilité, c'est pas ici, c'est plus loin, c'est pas grave. On a surtout rajouté en fait le numéro de téléphone qui auparavant était caché dans la caché, qui était présent dans la partie retrait magasin puisque c'est là en fait qu'on l'utilisait essentiellement. On l'a remonté dans les informations clients pour qu'on ait un seul bloc d'informations clients. Du coup, si je valide mon numéro de téléphone, je me retrouve à vouloir saisir une adresse, évidemment pour la livraison à domicile et surtout pour le retrait magasin, mais il n'y a plus rien à faire puisque j'ai déjà l'adresse email, j'ai déjà le nom, le prénom, j'ai déjà le numéro de téléphone, j'ai déjà toutes les informations, donc tout va bien. J'ai fait ça, ben voilà, j'ai fait à peu près tout. Je finalise pas la commande parce que j'ai la flemme de rentrer une adresse de livraison, mais on a fait le tour de toutes les nouveautés qui étaient dans Order Online et dans la partie panier et catalogue pour notre site e-commerce. Donc, je te rends la main, Elena. Merci. Léo, à toi de faire le partage. On compte sur toi. Yes. Super. Là, on va faire un focus sur une amélioration technique importante dans la slide suivante qui concerne le SEO. Yes, merci. Donc là, c'est une nouveauté 7.1. Alors, jusqu'à présent, les pages d'index du site généraient 2 URL distinctes et Google interprétait ça comme du contenu dupliqué. Donc on le sait bien, ça nuit au référencement naturel. Donc en fait, pour remédier à ça, nous, on a mis en place une nouvelle conf projet qui va supprimer la génération automatique d'URL en .html, puisque pour les pages d'index, on avait donc cette fameuse seconde URL en .html. Et donc, ces pages d'index vont reprendre l'URL de leur section de publication, tout simplement. Donc ça va forcément éviter la duplication de contenu, renforcer la cohérence des URL aussi et d'améliorer le positionnement SEO global du site finalement. Donc ça, c'était une amélioration en 7.1. La slide suivante donc, présente une innovation qui va intéresser les admins, hein, puisqu'on a la possibilité maintenant de créer une actualité ou un événement à partir d'un autre, tout simplement grâce à un petit bouton créé à partir d'eux dans les listes d'actualités et d'événements, tout simplement. Ce bouton, voilà, comme on comprend déjà, va permettre de dupliquer en un clic finalement les contenus principaux. C'est une fonctionnalité simple, mais finalement très importante pour les admins, puisque évidemment, ils vont pouvoir gagner du temps. Ça va être plus simple pour eux de gérer les actus et les événements. Et ça réduit aussi les erreurs humaines dues aux tâches manuelles, finalement. Et on peut passer à la suite. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, on va parler optimisation technique pour améliorer les perfs. Alors, je sais que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Des optimisations qu'on a réalisées donc en 7.2 et en 7.3. Ici, on va lister des actions concrètes qui vont permettre d'accélérer le chargement des pages et de réduire la charge côté navigateur. Donc, on a notamment mis à jour la documentation technique pour guider les équipes sur le chargement sélectif des ressources réellement utilisées, mais aussi sur l'utilisation des modules nécessaires et l'optimisation du poids des ressources. Je vais laisser la parole à Thomas qui va vous présenter plus en détail toutes les implications techniques de ces améliorations. Et alors, effectivement, on a écrit pas mal de documentation ces derniers temps. Elle est disponible sur notre doc en ligne pour vous aiguiller, pour vous passer effectivement des possibilités d'alléger un peu toutes ces ressources qui sont chargées, qui peuvent être chargées en front. On a aussi, depuis la 7.2, une fonctionnalité qui va vous permettre d'exporter un peu un état des lieux du site internet
C'est une petite moulinette qu'on a développée qui va scanner tous les blocs d'un site et qui va vous donner des recommandations. Par exemple, si vous utilisez un template déprécié, il va vous conseiller voilà, de passer sur un template qui est encore supporté. Si on détecte qu'on peut éviter de charger un JavaScript, eh ben on va vous le dire, bah voilà, ce fichier JavaScript par rapport à votre site, vous en avez pas besoin, il est chargé, bah, ne le chargez plus. Donc voilà, c'est un petit outil sympa, ça vous génère un CSV, ça parcourt effectivement tous les blocs, ça vous donne des recommandations que vous pouvez appliquer. C'est disponible dans l'admin. Voilà, j'ai mis le raccourci. C'est dans la partie technique, information, et vous trouverez optimisation des blocs de page. Ensuite, ça arrive en 7.3. On avait de la compression au niveau des fichiers, enfin du fichier JS, bloc JS qui était chargé. On a amélioré la méthode de compression. Donc là, pareil aussi, un gain instantané dès que vous passez en 7.3, c'est du natif. On a constaté une réduction de la taille du fichier où tous les JavaScripts sont concaténés d'environ à 10 à 15%, voilà, en fonction des projets. Donc ça va permettre effectivement d'alléger la charge. C'est une expérience utilisateur plus fluide, plus rapide. Et ça sera, voilà, pas besoin de développement custom ou spécifique de l'autre côté. C'est tout de suite disponible dans la 7.3. S'il y a des retours voilà, sur les documentations, sur les tutoriels, s'il y a besoin de préciser des choses, on est disponible. Voilà, on reste en support. Merci Thomas. Donc je vous ai parlé de l'expérience d'achat en ligne. Je vais vous parler maintenant de l'expérience de vente en magasin et finalement d'achat pour nos clients finaux. Toujours via le checkout process. Et cette fois-ci, via Order in Store pour les ventes en magasin. Donc, on retrouve toujours dans le checkout process donc, les nouveautés dont j'ai parlé, hein, à savoir le paramétrage des best-sellers, du fil des best-sellers, le check des stocks et des prix à l'étape du panier et à l'étape du paiement, et la nouvelle réduction qui s'applique sur l'ensemble du panier. Donc, finalement, concrètement, Order in Store va utiliser ces améliorations et va en ajouter d'autres. Donc, côté catalogue, on a depuis la 7.2 un nouveau design pour une navigation plus intuitive et attractive et qui va mettre finalement en avant les produits des best-sellers. Donc, pourquoi on a revu ce design? Tout simplement parce qu'on a voulu aussi harmoniser la manière dont on va afficher les produits, puisque la configuration des listes de produits faites en back-office va alimenter donc, le site e-commerce, mais aussi Order in Store désormais. Et donc, pour faire ça, on a dû revoir un petit peu le parcours pour que ça puisse être techniquement cohérent. Une deuxième évol concerne le panier sur Order in Store Web. Donc, c'était une fonctionnalité qui existait déjà sur l'app, mais on l'a rajoutée aussi sur le web, qui va permettre aux vendeurs d'envoyer le contenu du panier sur le site e-commerce du client. Par exemple, le client n'a plus le temps de finaliser la vente en magasin pour X ou Y raison, mais il va pouvoir retrouver les articles sur son compte sur le site internet. Bien sûr, le panier bénéficie aussi de l'évolution sur le check de dispo des produits et des prix. Aussi, encore en 7.2, on a enrichi le formulaire client avec la possibilité de modifier la civilité et les adresses de livraison pour permettre aux vendeurs éventuellement de revenir sur les erreurs ou voilà, compléter une adresse. Et concernant les réservations, on a aussi simplifié les étapes de saisie. Pour qu'ils puissent gagner en efficacité, en fait, on ne proposera plus des options qui finalement étaient inutiles comme les messages cadeaux, les messages et emballages cadeaux. Et aussi, on va surtout exclure les montants des produits en résa des totaux pour éviter de les induire en erreur, tout simplement. Et une grande nouveauté finalement sur OIS Web et App, ça va être la génération des tickets sans prix. Donc, comme on a le ticket de caisse qui est proposé à la fin de la vente, on va avoir un ticket sans prix pour les achats, finalement, les achats cadeaux. Voilà, donc toutes ces évols qui partent finalement du checkout process vont alimenter nos fronts, et tout ça dans l'objectif toujours de pouvoir fluidifier les parcours d'achat et de vente.
Mais je vais laisser la main à Laurent à nouveau pour qu'il puisse vous faire la petite démo. Allez, parce qu'on n'avait pas encore vu la partie Order in Store. Donc, on repartage l'écran. C'est du drill pour Théo tout à l'heure. Bon, moi aussi, désolé Théo, j'en profite. Alors, on est dans Order in Store. Alors, auparavant, dans Order in Store, on arrivait, quand on affichait la page par défaut, en fait, on arrivait sur la liste des produits. Enfin, on arrivait sur une liste de produits. Alors, on ne savait pas trop laquelle c'était, ça ne correspondait pas à une catégorie, ce n'était pas un résultat de recherche, c'était quelque chose d'assez flou. Ça correspondait plus ou moins à la liste de tous les produits qui étaient possibles. C'était un peu bizarre. Donc, on a redesigné ça et on est parti en fait des catégories. En plus, les catégories, elles sont très riches. C'est un document qui est très riche. On peut y ajouter des images. Du coup, on peut avoir un visuel sympa pour les vendeurs. Et on va avoir immédiatement une navigation par rayon de premier niveau. Donc, toutes les catégories racines que vous avez configurées dans votre back-office vont se retrouver affichées dans le catalogue. Et il va pouvoir commencer sa navigation à partir de ces catégories racines. Bien sûr, le moteur de recherche est encore là. Il peut encore commencer avec une recherche. Il a accès sur la droite, sur la gauche. Oh la vache. Oui, sur la gauche, donc. Il a accès à l'intégralité des catégories. Il va pouvoir naviguer dans les catégories et retrouver la catégorie qui l'intéresse. Allez, je vais partir dans les sacs. On va laisser tomber les montres pour ce coup-ci. On va partir dans les sacs. Je retrouve tous mes filtres, enfin tous mes tris, pardon. C'est les mêmes tris qu'on retrouve sur le front, hein, évidemment, puisque c'est... Ils sont portés en fait dans tous nos catalogues. Donc, je retrouve mon tri par meilleure vente ici, que je vais pouvoir utiliser, que mes vendeurs vont pouvoir utiliser au même titre que mes clients. C'est pareil, ça reste une navigation dans le catalogue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des produits. Je vais en rajouter un en livraison et puis je vais en rajouter un en réservation ce coup-ci. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je me suis dit que j'allais prendre? Parce que je ne prends pas n'importe lesquels quand même parce que je fais attention à mes stocks. Tac, réservation en magasin. Hop. Donc, je me suis construit un petit panier pour vous montrer un peu les nouveautés qu'on va avoir dans notre Order in Store et qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc déjà, première nouveauté, dans le total de mon montant à payer, ici, je n'ai plus le total des articles qui sont en réservation. Donc, on va mieux le voir par là, en fait, où j'ai bien mes 90 € pour la livraison avec mon frais de port estimé à 2 €. Qui me donne mes 92 € et les 99 € de mon sac et de ligne, comme il est en réservation et qui sera donc payé en magasin et non directement lors de cette vente. Il sera payé au retrait, pardon, évidemment, dans le magasin. Je ne vais pas les ajouter dans mon montant à payer. Donc, j'ai un montant à payer qui est beaucoup plus exact que ce que je pouvais avoir auparavant. Qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre? Ah oui, on va créer un nouveau compte client ce coup-ci, parce que ce coup-ci, on a la civilité qui apparaît ici. Qui est une nouveauté qui n'était pas présente jusqu'ici et qu'on va pouvoir maintenant spécifier. Je ne vais pas créer de nouveau compte client parce que, comme tout à l'heure, j'ai toujours la flemme de créer une adresse de livraison. Donc, je vais utiliser un compte qui existe. Tac, tac. Voilà, donc je me suis connecté. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va continuer là. Je vais vous montrer. Voilà, on en parlait tout à l'heure, Elena en parlait tout à l'heure. Les emballages et les messages cadeaux sont des éléments en fait, qui apparaissaient systématiquement sur n'importe quelle livraison. On a corrigé ça pour que ce soit conforme avec la capacité en fait, de toute notre partie OMS. Aujourd'hui, ces options n'apparaissent plus pour les réservations. Elles sont déjà plus configurables dans les modes de livraison en back-office. Donc, on a quelque chose de très homogène qui ne va pas venir perturber en fait, le vendeur quand il va construire sa vente. Je vais aller jusqu'au bout de mon tunnel. Ah bah tiens, non, j'en ai encore un là, tiens, la sauvegarde du panier. Donc la sauvegarde du panier ici, c'est la possibilité quand on a un client connecté de transférer son panier vers son front, en fait, finalement, vers son front e-commerce. Donc il va pouvoir le retrouver dans son front e-commerce ou au travers de l'API Storefront, si vous utilisez un front externalisé, pourquoi pas. Il va pouvoir le retrouver en fait et récupérer son panier, finaliser son panier directement par lui-même sur le front. Je ne vais pas le faire là, puisque je vais valider mon panier ici et on va voir tac, la finalisation. Je le fais rapidement. Hop, on procède au paiement. Jusqu'ici, on avait la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par email le ticket de caisse pour lequel, alors vas-y, merci, voilà, pour lequel on retrouve, oui, mais il n'est pas encore généré, ça va venir. Allez, quoi. Ah, ça ne va pas me plaire, ça. Aujourd'hui, donc je ne vais pas vous le montrer, puisque je ne l'ai pas. Non, je vais vous montrer l'autre. Donc, en plus du ticket de caisse, vous le retrouvez exactement le paramétrage dans les mêmes objets en back-office, si vos clients les cherchent.
On a la possibilité aujourd'hui d'autoriser l'impression de tickets sans prix. Et donc là, eh ben non, il n'est pas trouvé non plus. En fait, c'est la même chose. Vous avez un ticket de caisse, un coup il y a le prix, un coup il n'y a pas le prix. Si je sais par où je vais vous le montrer, je vais vous le montrer par la base client, tiens, hein, puisqu'on est comme ça, puisqu'il n'a pas envie de me faire ça proprement. On va aller dans la base client et on va aller voir notre historique de commande. Ah bah tiens, d'ailleurs, ici, vous pouvez voir que les vendeurs maintenant peuvent éditer n'importe quelle adresse. Auparavant, on pouvait juste éditer l'adresse principale. Maintenant, on peut éditer n'importe quelle adresse. On peut en ajouter quand on est dans le tunnel. Quand on est dans la base client, on peut seulement faire de l'édition. Je suis dans l'historique de mes commandes. Tiens, est-ce que je peux voir mes tickets? Oui. Bah non. Ah, mais oui. Bah non. Je dois avoir un souci sur mon environnement démo. Donc, je ne vous les montrerai pas, sachez qu'ils sont là. Si vous voulez des exemples d'impression, vous pouvez toujours en faire sur vos environnements de démo, ou vous pouvez aller voir dans la documentation, vous verrez à quoi ça ressemble, les tickets de caisse et les tickets sans prix. Voilà. Merci Laurent. On passe la main à Thomas. Oui, tout à fait. Une nouveauté que je voulais vous présenter, si on peut passer juste à la slide suivante. Oui. Donc c'est une nouveauté qui est sortie maintenant il y a quelques temps déjà, mais je voulais revenir dessus. Ça concerne les modules tiers. Les modules tiers que vous développez. À présent, ils sont désormais accessibles et consultables depuis Proximus Manager. Donc c'est une nouveauté qui est arrivée il y a quelques semaines. Ça va vous offrir plus d'autonomie sur la gestion de ces modules tiers. Vous allez pouvoir gérer les informations en toute autonomie et elles vont remonter automatiquement dans Proximus Manager et elles vont être consultables par vous, les intégrateurs, et aussi par les clients. Parce que, autre point clé, cette liste de modules tiers, elle est aussi visible par les retailers. Donc, cela signifie que derrière, les informations que vous allez ajouter, ça va enrichir l'écosystème, ça va permettre aux retailers de mieux comprendre les modules et de les exploiter. Donc, cette remontée se fait automatiquement depuis les infos que vous allez remonter dans le code source qui est géré dans GitLab, que ce soit au niveau du changelog, la compatibilité des dépendances. Voilà, tout est centralisé dans GitLab et remonte dans le manager automatiquement. Donc ça, c'est plutôt top. Ça vous donne de la visibilité, ça donne de la visibilité aux retailers. Ça, c'est disponible, c'est déjà disponible effectivement. Donc ouais, on vous encourage effectivement à enrichir les données de vos connecteurs, de vos modules tiers, et vous avez la main dès à présent pour le faire. Merci Thomas. Théo va vous faire un petit feedback sur le workshop Ship from Store qu'on a fait. Une petite intro, c'est un nouveau format de rencontre qu'on a réalisé suite à des remontées de besoins de focus group. On est entré dans une période sur la partie OMS notamment, d'arriver à maturité en termes d'usage de la part du retail en général et de la part de nos clients. Et on commence à avoir des points très précis, des questions très précises sur des fonctionnalités et un besoin d'échanger aussi avec ses pairs. Donc, on a mis en place un premier exemplaire de ces workshops sur la thématique du Ship from Store. L'idée, globalement, de ces workshops, c'est d'avoir un sujet extrêmement précis qu'on va se prendre le temps de creuser autant qu'il le faut, avec un petit nombre de clients, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et puisse partager, et qu'on ait un temps d'échange assez intéressant entre les différents acteurs. Donc des petits groupes sur un sujet principal. Et Théo, tu vas nous faire part de comment s'est passé celui qu'on a réalisé avant l'été, je crois, sur le Ship from Store. Ouais, 1er juillet, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Des workshops, on en fait avec nos clients en général
en one-to-one pour avoir sur une évolution demandée où ça nous permet de bien cadrer l'évolution qui est souhaitée. On a vraiment ce leitmotiv chez Planet Unified Commerce depuis un petit moment de concept un peu de co-conception avec nos clients, faire en sorte de coller avec la réalité du terrain, avec la réalité des usages surtout, donc des utilisateurs. Et la meilleure solution, c'est de prendre le temps et de venir chercher vraiment les petits problèmes qu'ils pourraient avoir au quotidien dont on n'a pas forcément écho. Voilà. Donc récupérer un maximum de feedback. Et ce qu'on a fait sur ce workshop, c'est, comme l'a dit Eric, d'inviter un petit panel, petit mais très intéressant, de clients qui ont une utilisation du Ship from Store très différente. En tout cas avec des configurations différentes, soit beaucoup de magasins, peu de magasins, beaucoup de vendeurs, peu de vendeurs, un capping activé, pas de capping, etc., etc. Vraiment des choses très différentes, mais avec du coup un partage et également d'expériences au démarrage du workshop qui est très, très intéressant. Donc comme je le disais là, au niveau du contexte, on s'est réunis à Paris dans notre showroom Planète avec 3 clients, IKKS, Fago et Manbo, qui nous ont donc partagé un peu leur contexte à eux. Et le but de ce workshop était multiple, avec notamment bien comprendre leur contexte, bien comprendre leurs irritants liés au Ship from Store. Comme l'a dit Eric, on commence à être assez mature en termes d'utilisation, notamment du Ship from Store. On commence à avoir pas mal de retours et là, c'était vraiment intéressant de confronter ces retours. Ça nous permet également d'identifier du coup les différentes améliorations qu'on pourrait apporter au produit. Et ça va du coup nous permettre également d'adapter notre roadmap en fonction des attendus. Comme je l'ai dit, les échanges entre les enseignes étaient au cœur de ce workshop finalement. On voyait bien que certaines enseignes avaient des soucis sur certains points que d'autres n'avaient pas, ou alors que tous les trois clients partageaient. Et ça va nous permettre aussi de montrer et d'appuyer sur cette démarche de co-conception autour, pas forcément uniquement autour du Ship from Store, mais des enjeux et de notre stratégie omnicanal. Il en est ressorti pas mal de choses, notamment pas mal de sujets d'amélioration. Alors on a eu des pain points, on a eu pas mal de choses, mais on a eu également des sujets qui ont été identifiés pendant ce workshop. J'en ai listé ici 8, si je compte bien. Et on peut voir directement l'impact que ça a eu sur notre roadmap, avec notamment ce calendrier de capping qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui a été réalisé en 7.3 et qui sera soumis à évolution parce que des évolutions ont été demandées pendant ce workshop. On va également ajouter un taux d'acceptation en 7.4. Suite à des discussions et suite à notre retour sur le taux de prise en charge, on nous a indiqué pendant ce workshop que ça ne suffisait pas et qu'il fallait ajouter un taux d'acceptation pour avoir une vue globale réellement de la qualité de service magasin et entrepôt. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de très complet en termes de, comme je le disais tout à l'heure, de quels entrepôts, quels magasins jouent le jeu de la préparation en Ship from Store, qui a des difficultés, comment on peut orchestrer d'une meilleure manière, etc. Ensuite, 3 évolutions qui sont prévues pour début 2026, avec le découpage manuel de commandes, le retour arrière dans le process de préparation et dans le process de livraison, et de la priorisation d'entrepôts avant orchestration. Ce sont des irritants, 3 irritants aujourd'hui qui ne permettent pas d'optimiser un maximum les préparations ou qui empêchent certaines possibilités, notamment manuelles, comme le split de commandes manuelles ou le fait de revenir en arrière dans un process à cause d'un misclick, à cause d'un problème de colis, de livraison, etc.
Donc voilà, des choses qui ont été identifiées pendant le workshop et qui arriveront sur le début d'année 2026. Enfin, on a identifié des sujets qui arriveront plutôt en cours de l'année 2026, comme notamment un nouveau connecteur de transporteur. On a des petits irritants potentiellement avec les connecteurs actuels qui appellent à d'autres possibilités, voilà, une contractualisation potentiellement différente avec un autre connecteur de transporteur. Donc, on nous demande d'ajouter ces possibilités-là. Donc, on va travailler sur le sujet. C'est déjà en cours, notamment. Et on a également un sujet sur le restocking sur livraison qui est un peu plus global, un peu plus orienté logistique, avec de la consolidation de colis, notamment sur de la livraison. Et enfin, l'assignation multiple, on en parle depuis un petit moment. On ne l'a pas encore forcément priorisé, c'est revenu sur la table. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en 2026 sur le fait d'assigner à plusieurs entrepôts en même temps et qui vient le premier à la commande. Voilà. Ça peut être assez intéressant. Et également, un petit point, Laurent, je te laisse en parler. Oui, sur la partie documentation, alors quand on a rencontré nos clients lors de cet atelier, ils nous ont quand même dit bon, c'est quand même dommage que on n'ait pas eu vachement plus de docs quand on a commencé à mettre en place le Ship from Store. Effectivement, c'est vrai, mais on n'avait pas encore le retour, donc on ne pouvait pas les intégrer pour faire la documentation qu'ils attendaient. Du coup, maintenant, on l'a faite puisqu'on a récupéré tout leur retour. Alors, on l'a récupéré au fil du temps, hein, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et qu'on enrichit au fur et à mesure de notre documentation. Donc, en plus des documentations d'usage de la plateforme qu'on rédige à chaque sortie de nouvelle version et qui s'enrichit au fur et à mesure, on a aujourd'hui des recommandations. Donc, pour vos clients ou quand vous allez arriver sur des projets pour lesquels vous avez des clients qui vont vouloir mettre en place du Ship from Store et qui ne savent pas comment faire, n'hésitez pas à aller voir ces pages de recommandations. En fait, on va y parler de capping comme on en a parlé tout à l'heure. C'est l'incontournable à mettre en place. Je ne sais pas le dire, mais il faut aller le voir quand même. On va parler d'entrepôt de fallback. On va parler de plein de choses, en fait, qui sont des facilitateurs pour mettre le pied dans le Ship from Store pour tous les clients qui ne sauraient pas, en fait, comment y aller. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir ces articles-là et à vous baser dessus, en fait, pour faire des recommandations et pour faire votre gestion projet, en fait, et planifier votre déploiement de Ship from Store avec vos clients. Voilà. On t'en veut pas sur l'addiction, Laurent. Je ne sais pas écrire recommandation, apparemment. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'était aussi de voir qu'il y a des usages très différents parce qu'il y a des stratégies extrêmement différentes sur le Ship from Store. Chacun n'attend pas le même résultat sur le Ship from Store. C'est pas qu'une question non plus de taille de réseau, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne pratique, il y en a plusieurs, et c'est extrêmement intéressant de voir aussi les clients interagir autour de ça et de présenter la manière aussi en termes de process, ils l'ont implémenté ou ils l'améliorent au quotidien. Ça aussi, ça fait partie d'enseignements qui sont intéressants au-delà de la solution en elle-même, mais sur les processus internes à chaque entreprise. Si je peux clôturer ce chapitre sur les workshops clients, on a eu des retours sur cette demi-journée. Premier retour, c'était trop court. Donc, on nous demande d'ajouter du temps pour pouvoir discuter un peu plus. On nous a déjà proposé de nouveaux sujets pour de prochains workshops. Donc, ça montre l'intérêt. On nous demande également d'avoir des retours sur les sujets identifiés le plus rapidement possible. Donc, c'est ce qu'on fait là. Et c'est ce qu'on fera aussi en Client Day. Donc, ça montre vraiment que cette démarche que l'on a de co-conception avec nos clients et de discussion entre clients fonctionne et est plébiscitée. Donc, pour ça, on se félicite sur ce point. Et on continuera. On peut passer à la roadmap. Oui, je reprends la main. Je vais vous présenter un petit sujet d'actualité, puisque à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure d'émettre et de recevoir des factures électroniques. Donc, on a anticipé cette évolution finalement en adaptant notre solution. Donc, on a intégré des nouvelles mentions légales obligatoires qui
qui seront exigés. Et on a structuré les factures suivant un format, structurer les factures suivant un format qui sera attendu par des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires, pour pouvoir assurer donc, cette transmission des factures électroniques. Donc, certains de nos clients utilisent déjà Unified Commerce pour générer leurs factures et nous sommes déjà en contact avec eux pour les accompagner dans cette transition. Mais voilà, si d'autres clients sont également concernés ou intéressés par cette évolution, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis de vous accompagner. Donc voilà, ça c'est prévu pour 2026. Voilà. Autre sujet important concerne l'orchestration financière, sujet fil rouge pour la roadmap 2026 aussi. Juste un petit peu de contexte pour expliquer ce sujet. Alors, les ventes peuvent se faire en ligne, en magasin, en livraison, avec des stocks qui sont souvent répartis entre franchises, coopératives et autres entités. Donc, au moment du paiement, il est souvent difficile de savoir qui livrera le produit. On va devoir attendre que l'orchestration de commande ait fait son job. Donc, en fait, la répartition des montants est souvent fastidieuse, voire impossible au moment du paiement. Du coup, ce flou va freiner la collaboration entre les magasins, entre les entités qui, pour certaines, vont hésiter finalement à partager leur stock puisqu'elles ne savent pas quand elles vont percevoir la rémunération de la sortie de stock finalement. Donc en fait, pour répondre à ce besoin, on a conçu une solution d'orchestration financière, donc c'est en cours, ce sera livré en 2026, qui finalement automatise la distribution des paiements en fonction de qui vend, qui prépare et qui livre. Donc les paiements, en tout cas les montants seront répartis automatiquement et de manière très claire. Chaque acteur sera bien identifié pour recevoir le montant qui lui est dû et aussi éventuellement une commission. Et finalement, ça fonctionnera quel que soit le scénario final, qu'il y ait un panier mixte ou non, qu'un produit soit pris en charge ou finalement annulé. Voilà, donc on a prévu tous les scénarios possibles. Donc, dans un premier temps, on va d'abord proposer un export pour permettre aux équipes comptables de gérer plus facilement les payouts, donc les virements des montants vers les comptes bancaires des marchands. Donc finalement, ce fichier c'est l'Omnichannel Sales Report qui existe déjà, qu'on va enrichir et qui va finalement offrir une vision très complète et consolidée des montants à répartir et à qui il faudra et à quel marchand il faudra effectuer les virements. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et par la suite, on va intégrer une ventilation automatique des paiements et donc un virement automatique vers les comptes bancaires des marchands pour que la gestion puisse être fluide, rapide et sans friction, sans intervention humaine aussi, qui est toujours un risque d'erreur. Voilà, donc en tout cas, sur ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra en discuter plus en détail. Bien sûr, j'ai fait 2 gros focus. Il va y avoir d'autres évolutions. Donc là, concernant le checkout process, je vous ai déjà parlé de la facture électronique, aussi de l'orchestration financière. Je vais un petit peu vous parler de Search Engine. Donc, on a bien noté vos suggestions d'évolution concernant les statistiques sur les recherches, abouties, non abouties, pour pouvoir un petit peu suivre ça. Et aussi une évolution concernant le mode de recherche. Est-ce qu'on veut proposer une recherche sur la base d'une suite de caractères ou sur la base d'un exact match, plus précisément? On travaille aussi actuellement sur la prise en compte des suggested coupons. Ce sont des coupons qui viennent d'un moteur de réduction externe. Ça va être livré très prochainement. Et aussi, on va intégrer le nouveau connecteur Pplug. Ça, c'est pour le checkout process. On peut ensuite parler de e-commerce website. On va corriger le filtre cumulé sur les facettes. C'est-à-dire que on va faire en sorte que, quelle que soit la combinaison de filtres appliqués sur tous les axes disponibles dans une des catégories de produits, le résultat soit
celui qu'il devrait être. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un petit moment. Ça a demandé beaucoup d'efforts de réindexation des données, mais on n'a jamais été aussi près du but. Sur l'order online, une nouveauté qui a été demandée par plusieurs de nos clients, c'est d'avoir un parcours toujours plus fluide sur l'e-commerce website, c'est-à-dire pouvoir ajouter un article au panier sans sélectionner de mode de retrait, peu importe la livraison, click and collect ou réservation. En tant que client final, je vais ajouter mon article au panier et dans le panier, il sera proposé par défaut en livraison dans un premier temps. En tant que client final, j'aurai la possibilité de modifier. Finalement, je le veux en click and collect parce que je veux l'avoir plus rapidement. Ou finalement pas payer de frais de livraison, par exemple. Et dans un second temps, on proposera une ventilation en cascade, c'est-à-dire que si l'article ajouté en livraison n'est finalement pas disponible, on va switcher automatiquement et le proposer de manière claire et en informant bien le client qu'il n'est pas dispo en livraison, mais il est dispo en click and collect. Voilà, est-ce que vous êtes OK avec ça? Donc ça, c'est pour Order Online. Sur Order In-Store, on va encore améliorer le parcours sur la base des retours de nos clients, et notamment, entre autres, pouvoir afficher l'historique de toutes les commandes passées, ajouter plus de scans aussi sur Order In-Store Web pour accéder à une fiche produit. Voilà. Et on va aussi intégrer des nouveautés liées à l'OMS, le check-out process, et notamment permettre l'échange en magasin, éventuellement les remboursements, etc. Et plus globalement, sur Planète Unified Commerce, on va rajouter une touche de sécurité puisqu'on va mettre en place la double authentification sur tous nos fronts. Donc sur Unified Commerce, ISF aussi, donc In-Store Fulfillment, Order In-Store. Et on va aussi mettre en place, améliorer le CAPTCHA dans les formulaires de création de compte. Je te passe la main, Théo, pour la partie OMS. Tout à fait, roadmap OMS. Alors, plusieurs sujets sur cette fin d'année, notamment un premier sujet qui est d'améliorer le process de retour existant. C'est un sujet où on va travailler sur l'échange en magasin, qui n'est pas disponible et qui sera disponible. Le remboursement direct en magasin, qui aujourd'hui passe par une étape admin manuelle qu'on pourra déléguer directement au vendeur pour pouvoir rembourser le client directement. Une API de retour avec une ou plusieurs routes pour permettre à un système externe de pouvoir bénéficier des retours et utiliser ces retours. Et globalement, des améliorations sur les retours, les avoirs, les remboursements, pas mal de choses qu'on verra par la suite arriver suite à nos évolutions sur notamment les échanges. Ok, deuxième chose, on en a déjà parlé, la qualité de service en magasin avec le taux d'acceptation, donc les KPI et le modificateur. Et un troisième point important qui est donc, on en parlait suite au workshop Ship from Store, le fait de pouvoir permettre des actions manuelles pour faciliter la gestion des commandes avec le découpage manuel d'expédition et restocking, le retour à un statut initial et le fait de relancer un shipping s'il y a eu un problème lors de la livraison. Il y aura d'autres évolutions qui seront prévues sur l'ensemble des accélérateurs et de la plateforme Planète Unified Commerce et vous aurez toutes les infos lors de la prochaine édition. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Elena. Alors, votre avis compte. Et donc là, vous avez un QR code qui vous permettra de pouvoir nous donner votre avis et qui nous permettrait de pouvoir nous améliorer dans les sessions suivantes. Donc, je vous propose de prendre quelques instants pour le flasher et y répondre.
le temps pour nous, enfin pour moi surtout, de pouvoir un peu consolider l'ensemble de vos questions de manière à éviter les répétitions. Donc, sachez qu'on a traité un certain nombre de questions en direct lorsque les questions, parce que les questions étaient très très précises. Donc, on a répondu directement aux personnes qui les ont posées. Il y en a d'autres qu'on n'a pas traitées, mais qu'on va traiter là maintenant. Et donc, je vous laisse le temps de répondre. Et d'ailleurs, j'ai mis dans le chat que vous pouvez tous lire un lien voilà, qui est à retenir parce que finalement, il y a eu beaucoup de questions autour de où est-ce que je peux trouver cette documentation, où est-ce que je peux trouver des scénarios de paramétrage, etc., etc. Vous avez quantité de ressources sur le lien que j'ai indiqué sur le fil de discussion. Je cherchais comment traduire ça en français. Bien. Alors, donc je vais essayer de faire cette synthèse. Il y a beaucoup de questions très précises sur la partie, de qu'est-ce qui est dans la version 7.30 et vous y avez tous répondu au fur et à mesure aux personnes. Quelques questions générales à propos d'Agentic Commerce. Je reviens au tout début de la présentation. Je la pose ainsi parce que c'est un peu un mix de plusieurs. Les agents d'intelligence artificielle peuvent-ils gérer des scénarios complexes? Alors, je rajoute dans scénario complexe, ça veut dire des paniers mixtes, des promotions, multilivreurs, voilà, quantité de choses qui pourraient perdre cette intelligence qui reste toutefois artificielle. D'accord. Qui souhaite prendre cette question avant que je le nomine? Je vais les prendre, les questions sur l'IA, si tu permets, Nicolas. Alors, je t'en prie, merci. Sur cette question-là, en théorie, oui. En pratique, on verra, puisque c'est des choses qu'on n'a pas encore pu tester. Les échanges qu'on a eu avec Google, a priori, oui. Ça veut dire qu'en fait, ils nous présentent différemment, c'est-à-dire qu'ils nous incitent à fournir des données extrêmement précises, ultra précises en termes de disponibilité, de manière à être les plus pertinents possibles. Donc, ils nous demandent, grosso modo, l'exhaustivité des possibilités de prise de possession et de vente de chacun des SKU qu'on peut avoir dans le panier. Ce qui suppose, du coup, derrière, que ces réponses puissent être différentes dans certains cas, en fonction du nombre de produits. Plus il y a de SKU potentiellement dans une requête, plus il y a le risque d'avoir besoin de panier mixte. Quelque part, tout dépendra de la manière dont vont se faire les demandes des consommateurs. Est-ce que ces demandes vont être plutôt produits uniques ou est-ce que ça va être plusieurs produits? On verra en termes de comportement. Mais sur le papier, en tout cas, et dans le cas de Google, puisque c'est avec eux qu'on a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet-là, c'est possible. Ok, alors je continue sur l'intelligence artificielle. Voilà, je pense qu'il y a un cas d'usage bien précis derrière. Imaginons, c'est une hypothèse, que je suis un retailer qui utilise uniquement l'OMS de Planète. Est-ce que ce retailer peut bénéficier des capacités d'Agentic Commerce que l'on a annoncées? Je vais aussi prendre la réponse ici. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, l'Agentic Commerce regroupe globalement ce qu'on va définir comme le parcours d'achat d'un consommateur en utilisant de l'IA pour le faire. Donc, il y a plusieurs phases là-dedans. Il y a la discovery produit et il y a l'achat proprement dit, avec cet exemple de Buy for Me de Google, mais que d'autres ont aussi annoncé. Google n'est pas le seul à proposer cette fonctionnalité. Notre plateforme, en fait, oui, elle est utilisable dans son intégralité pour ce besoin-là, même pour les clients qui n'utilisent que la partie OMS. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, on va dire,
l'OMS chez nous, on va mettre en fait en œuvre de nombreux modules et de nombreuses capacités qui vont au-delà d'un OMS classique, parce que notre OMS sait gérer des choses que souvent les OMS ne gèrent pas, comme les informations de prix, des prix par magasin, des prix globaux, des prix potentiellement par client aussi, c'est des choses qu'on peut gérer. Et on est aussi, du coup, comme on l'indiquait, capable de gérer les contextes de vente en général. Ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas, on va dire, bloquées quand on est utilisateur de l'OMS. Et quand on regarde un peu toutes les données qu'on va rassembler pour un usage OMS, on se rend compte qu'on a quasiment l'intégralité des données nécessaires. Donc on ne va pas bloquer, on ne va pas bloquer un client qui utiliserait une autre plateforme e-commerce que celle que l'on propose. Et on va totalement ouvrir cet usage-là pour que ce soit un canal à part, que ce soit un canal qui permettrait à un client de traiter ses interactions avec les IA, avec notre plateforme, en parallèle d'autres solutions qu'il pourrait avoir pour d'autres. Très bien. Très bien, oui, effectivement. Je pense que derrière, il y a aussi cette capacité à pouvoir s'intégrer dans un écosystème différent d'une autre. Alors, merci pour cette partie agentique commerce. Il y a tout un flot de questions qui sont sorties, notamment lorsque vous avez présenté l'output de l'atelier Shift from Store. Alors, je vous ai déjà parlé, mais je la reformule. Alors, quelles sont les difficultés concrètes rencontrées pour généraliser le Shift from Store dans des grands réseaux? En fait, je pense dans la question, vous avez la possibilité d'entendre beaucoup de choses de la part de 3 retailers. C'est une sorte de synthèse à faire. Plus c'est grand, plus c'est difficile, mais pourquoi en fait? Je vais prendre la réponse à cette Merci question. Théo. Ouais, il y a pas mal de choses à prendre en compte sur le déploiement du Ship from Store. Alors, la taille du réseau n'est pas forcément un frein. Le frein, ça va plutôt être la capacité des magasins à répondre aux sollicitations de préparation. Je m'explique. Certains magasins qui vont avoir un seul vendeur, ça va être très compliqué pour ce vendeur de faire la préparation, l'accueil client, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire dans un magasin. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, grâce à ces retours, qu'on a mis en place ces évolutions de capping. Donc, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a commencé à avoir une maturité, c'est que suite à des retours, on ajoute des évolutions pour permettre une mise en place du Ship from Store un peu plus fluide. On a remarqué aussi que certains retailers faisaient une montée crescendo du nombre de magasins capés parce qu'ils observent qu'il y a une maturité déjà à avoir au niveau des magasins, au niveau de la formation des vendeurs, à la préparation. Ce sont des vendeurs en magasin, ce ne sont pas forcément des préparateurs en magasin. Et au-delà de ça, le Ship from Store, globalement, c'était unanime au niveau des 3 clients qu'on a pu sonder, a un potentiel énorme qui est aujourd'hui sous-exploité par rapport justement au nombre de personnes en magasin pour faire de la préparation. Mais ils ressentent ce potentiel et sont obligés du coup d'activer certaines fonctionnalités comme le capping, comme l'assignation manuelle à la fin, parce qu'on se retrouve à avoir des commandes qui auraient pu être traitées par un magasin, qui finalement ne le sont pas parce que pas de dispo en magasin, et puis qui par la suite, grâce à un admin, peuvent revenir manuellement dans ce magasin qui aurait pu faire la préparation. Donc voilà, on active pas mal de leviers pour permettre de monter en charge et en charge au niveau de plus en plus de magasins, et aussi de monter en charge en termes de nombre de commandes prises par magasin par jour. Alors finalement, ta réponse me fait appel aussi. Il y a une autre champ de questions. Je regroupe parce que il y a un besoin d'accompagnement. Alors si on avait à rappeler et à redonner tous les accompagnements qu'on peut proposer pour aider à la montée en compétences des équipes. Alors je parle des équipes finalement, mais aussi de toutes les équipes, que ce soit des équipes d'intégrateurs, mais également les équipes des retailers. Alors j'ai des questions sur la formation, sur les supports, sur du learning, sur le support technique, sur des ateliers. Enfin,
Théo. Je vais passer la main à Philippe, je pense qu'il a plus d'infos. Ouais, Ok, vas-y Philippe, moi, pardon. plutôt, merci Nicolas. Non, pas de souci. Alors, il y a différentes choses, hein. Donc, première chose, pour la formation de nos intégrateurs déjà, donc on a revu l'année dernière notre parcours de formation et on est encore en train de travailler dessus d'ailleurs, mais là, il y a la majorité du parcours qui est disponible dans un format e-learning, donc qui permet aux intégrateurs de se former en autonomie sur une plateforme dédiée. Donc ça, c'est des choses dont bénéficient nos intégrateurs. Pour ça, il suffit simplement de nous contacter, donc soit moi, soit via le support, soit via Fadi, enfin peu importe, venez nous voir et on vous donne les accès à cette plateforme. Ensuite, il y a la formation des équipes sur un projet client. Donc là, sur tous les projets qu'on fait, il y a une consultante ou un consultant professionnel services qui est là pour vous aider et notamment définir des stratégies de mise en place de Shipfrom Store, de partager des bonnes pratiques, un peu ce qu'a dit Théo. Donc, c'est des gens qui sont là pour vous aider dans vos projets avec les clients. Ok, d'ailleurs, et je m'associe aussi, hein, si jamais vous avez besoin de passer par moi pour organiser ou bien réexpliquer l'ensemble du dispositif, c'est avec grand plaisir. Alors là, je vais rentrer un peu dans la technique, hein. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'API retour, hein, pour bien redonner les idées clés de cette fonctionnalité? Ouais, tout à fait. L'API retour, globalement, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de créer un retour. Donc, le prérequis, ça va être d'avoir la commande dans notre plateforme. Alors, pourquoi je le précise? Parce que ça peut permettre aussi à un retailer qui n'aurait pas notre OMS d'intégrer les commandes finalisées dans notre OMS et pouvoir faire des retours sur ces commandes. D'accord? Avoir un autre OMS, pourquoi pas, mais intégrer aussi les commandes chez nous et, grâce aux API de retour, pouvoir faire les retours depuis nos interfaces. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir créer un retour directement sur notre plateforme. Ça va être de pouvoir consulter les retours, donc les statuts de retour, faire avancer aussi les différents steps au niveau des retours. Voilà, globalement, je pense qu'il y a à peu près tout. Il y a différents statuts de retour, on pourra rentrer dans les détails par la suite, mais soit créer un retour dans un statut initial ou dans un statut final, potentiellement. Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont permettre de créer ces retours, créer les remboursements liés à ces retours, etc. Ok, merci. Je pense que c'était bien représenté. Autre question un peu technique, notamment relative à l'orchestration financière. Puisqu'on sent qu'il y a quand même il y a un besoin de marché sur ce thème. Est-ce qu'il y a des prérequis techniques nécessaires pour tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité? Je vais prendre la question. Avec plaisir, Eric. Il y aura toujours des prérequis, effectivement, puisqu'il faut l'implémenter. Il faudrait juste préciser une chose, c'est qu'on conçoit cette fonctionnalité comme étant d'abord une fonctionnalité de l'orchestration de commande, puisqu'on a besoin d'informations d'orchestration de commande pour réaliser cette orchestration financière. Il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est que elle est totalement agnostique du PSP. Elle peut fonctionner avec n'importe quel PSP. Puisque la première contrainte est juste une fois qu'on a capturé les fonds, de les mettre à un endroit bien précis que nous déterminons. Et c'est cet endroit bien précis qui nous permettra après de faire cette ventilation. La deuxième chose, c'est que on a conçu cette ventilation financière comme pouvant aussi fonctionner en stand-alone, c'est-à-dire avec n'importe quel OMS ou pseudo-OMS. Grosso modo, on peut utiliser des informations qu'on nous fournit depuis le logiciel qui a réalisé l'orchestration de commandes pour ensuite faire la ventilation financière. Ça nécessite quand même un certain nombre d'informations précises et c'est ça le prérequis
pour qu'on puisse ensuite déterminer qui a droit à quoi avec cette ventilation. Donc, c'est quelque chose qui sera disponible en tant que module, mais qui peut aussi devenir un produit standalone en fonction des situations. Et quelque chose qu'on peut peut-être encore ajouter pour finir, c'est qu'on évoque des cas d'usage assez classiques derrière, liés à des franchises ou des coopératives, puisque ce sont des entités, parfois des entités légales différentes en termes de propriété de stock. Mais on vient aussi de traiter un dossier où ce sont dans un réseau intégré des entités de pays différents qui sont toutes impliquées dans un processus de commande. Parce que le process de gestion implique des entités de différents pays. Et c'est aussi possible d'utiliser dans ce contexte-là. C'est une bonne remarque. Parfois, les règles intra-groupes entre pays ou entre filiales ne fonctionnent pas si bien que ça dans certains grands groupes. Alors, j'allais dire à la bonne heure, parce qu'il est 16h et qu'on s'était engagé à terminer à 16h. Je pense qu'on a pu couvrir l'ensemble des questions. Il est possible que je revienne sur certains d'entre vous en parallèle, m'assurer qu'on ait bien répondu sur les discussions en privé. Un grand merci à nouveau à toutes les personnes qui ont pris le temps de se joindre pour ce webinaire. Et il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de journée. Au revoir tout le monde. Pour ceux qui le regardaient en podcast, posez vos questions directement à nous par la suite, sans aucun problème.